une infection par Campylobacter, le patient peut développer des phénomènes immunopathologiques, parfois spectaculaires, le plus spectaculaire étant le Guillain-Barré dont M. Maquet vous parlera. Le risque n'est pas du tout nul, hein, donc une fois sur 1000 après une diarrhée à Campylobacter, qui est une des diarrhées inflammatoires les plus fréquentes, vous allez déclencher ce tableau neurologique parfois spectaculaire de Guillain-Barré. Des arthrites réactionnelles, ça c'est Michel Malaise qui vous en parle, des phénomènes cutanés moins spécifiques mais tout aussi spectaculaires que sont l'érythème noueux. Donc juste avant de parler du traitement, donc voici l'érythème noueux. Donc il s'agit d'une inflammation au niveau de l'hypoderme qui va donner cet aspect d'érythème avec à la palpation des zones indurées et sensibles. Donc ça fait mal au patient. Et donc ça révèle une maladie immunologique sous-jacente, mais dont on ne connaît le plus souvent, c'est pas toujours facile d'en trouver la cause, mais c'est fréquent. Hein. Des érythèmes noueux, il me semble que j'en vois certainement 2 ou 3 par mois. Et donc, vous avez un petit truc mnémotechnique, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, mais nodosome qui veut dire noueux, donc pas de cause trouvée pour le no, dans 60% des cas. Secondaire à des médicaments, donc vraiment un phénomène d'hypersensibilité par rapport à un nouveau médicament que le patient a reçu, des antibiotiques, des sulfamidés par exemple. Des contraceptifs pour le haut, une maladie classique d'hypersensibilité qui est la sarcoïdose, qui pourra très souvent, donc c'est une des choses qu'il est de bon ton de rechercher quand on a un érythème noueux d'origine indéterminée, les maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Behçet et non pas de Behçet, c'est une erreur sur la diapositive, donc cette maladie, cette aphthose, notamment qu'on trouve chez les personnes venant de l'Est de la Méditerranée et de la Turquie, et des infections microbiennes, et donc parmi lesquelles des infections à Campylobacter et certaines salmonelles. Donc retenez érythème noueux, le plus souvent vous ne trouverez pas la cause, mais il faut obligatoirement rechercher une sarcoïdose, une infection bactérienne, une allergie médicamenteuse, éventuellement une maladie inflammatoire de l'intestin. Le Guillain-Barré, donc c'est une paralysie bilatérale ascendante hein, qui peut parfois amener le patient aux soins intensifs parce qu'il va devoir être ventilé. Et les mécanismes qui sont généralement impliqués, c'est un mimétisme moléculaire entre un antigène du Campylobacter et un antigène qu'on va trouver au niveau de certains gangliosides du système nerveux. Et donc, vous avez une polyradiculopathie ascendante qui est liée à cette auto-immunité avec un mimétisme moléculaire lié à la similitude des structures antigéniques du Campylobacter et d'antigènes du système nerveux périphérique. Alors, le traitement, c'est un traitement par néomacrolide. Donc, c'est un peu les 2 grands traitements qu'on va trouver dans les diarrhées infectieuses. Hein, donc, soit les néomacrolides, soit les quinolones. Mais malheureusement, les quinolones, il y a de plus en plus de résistance ou bien l'abstention. Dans certains cas, il ne faut pas donner d'antibiotiques, on va le voir. L'antibiotique favorisant la production de toxines par la bactérie. Donc, je dirais que il y a peut-être des exceptions, mais c'est un peu les 3 choix en infection digestive. Quinolone, macrolide ou rien du tout. Ici, ce sont les macrolides, les néomacrolides, l'azithromycine qui est le premier choix. Un mot sur les Shigella. Donc, les Shigella, c'est vraiment l'exemple d'une des diarrhées les plus inflammatoires qui soit, qui va donner de fortes douleurs au niveau abdominal bas, une défécation douloureuse, des faux besoins, du ténesme. Au départ, on peut avoir un peu de diarrhée aqueuse, mais très rapidement, on va avoir, au sens propre du terme, une dysenterie, c'est-à-dire ces douleurs abdominales et ces selles douloureuses, des crampes abdominales, de la fièvre.
ce sont des bactéries qu'on ne trouve que chez les humains, donc c'est une transmission purement interhumaine. Donc, soit vraiment des contaminations évidentes par des mains sales, mais il faut qu'elles soient fort sales, soit alors des enfants, des petits-enfants à la crèche éventuellement, ou une transmission sexuelle. Alors, on considère que le traitement antibiotique ne sert pas à grand-chose. Ça va s'éliminer tout seul, en principe, et l'antibiotique ne va pas nécessairement résoudre le problème et peut favoriser l'expression des toxines. On va y venir dans un instant. Et c'est d'autant plus difficile à traiter que les résistances sont en accroissement. Et là, il n'y a pas de... Il faudrait voir les dernières recommandations. Il y a peut-être une recommandation plus claire, mais au moment où j'ai fait le diaporama, les deux traitements par néomacrolide ou quinolone étaient mis sur un pied d'égalité. Il y a peut-être eu des changements. Ne vous tracassez pas pour ça. Ça, c'est très important. J'en ai brièvement parlé, je pense, dans les cours sur le complément en immunologie, peut-être un petit rappel en immunopathe, mais alors il y a des profs ici, notamment M. Krzezinski en néphrologie et les pédiatres qui vont vous parler de ça. Donc c'est un syndrome, un grand classique en médecine interne, hein, le syndrome hémolytique urémique, qui est lié à une activation de la voie alterne du complément, une activation dérégulée, qui va notamment abîmer, bon, ça peut être très diffus, hein, il peut y avoir des lésions pulmonaires, etc., mais enfin, l'organe cible du syndrome hémolytique urémique, c'est le rein, c'est le glomérule rénal, avec pour conséquence une insuffisance rénale aiguë, urémie. Pourquoi hémolyse? Parce que des microtrombies, suite à l'atteinte endothéliale par l'activation de la voie alterne du complément, des microtrombies vont se former et les hématies vont venir s'y liser mécaniquement. Donc, ce n'est pas une hémolyse liée au complément lui-même directement, c'est une hémolyse mécanique parce que les hématies vont s'écraser sur les microtrombies. Et donc, si vous avez déjà eu ça dans votre cours d'hématologie, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on voit à l'analyse du sang complet quand il y a une hémolyse mécanique? Oui, des schizocytes. Hein. Donc, on verra des schizocytes. Donc, on aura ce tableau d'à la fois une activation du complément avec un CH50 qui va être abaissé parce que les facteurs terminaux sont consommés, la présence de schizocytes, la présence d'urée, tout ça signe vraiment le syndrome hémolytique urémique. Alors, il y a différentes formes. Il y a les typiques, les atypiques. Il y a des personnes qui sont génétiquement prédisposées parce qu'elles ont des déficiences ou des polymorphismes de tous ces facteurs qui régulent la voie alterne du complément. Souvenez-vous, ces joyeusetés du complément, la protéase I qui va aller cliver le C3D, le C3B, le facteur H qui est son cofacteur, etc., etc. Donc, les personnes qui ont des polymorphismes au niveau de tous ces facteurs vont être prédisposés à faire ce syndrome hémolytique urémique, mais très souvent, le trigger, ça va être une infection, et notamment par des mécanismes qui sont assez bien élucidés, la toxine de Shigella peut provoquer ces syndromes hémolytiques urémiques, peut-être chez des gens favorisés, on va pas entrer dans, enfin prédisposés, on ne va pas entrer dans les détails. Mais alors, parce que c'est vrai que des infections à Shigella, vous n'en verrez pas tellement, hein, c'est une transmission purement interhumaine liée à des facteurs très, très spécifiques. Mais alors, ce qui est plus embêtant, c'est que certains Escherichia coli expriment une toxine identique à celle de Shigella. Et donc, on appelle ça les STEC ou EHEC, STEC pour Shigella toxine Escherichia coli. Donc, ce sont des Escherichia coli qui produisent la même toxine que celle de Shigella et qui peuvent donc provoquer des syndromes hémolytiques urémiques. Et le problème, c'est que à la différence des Shigella qui ne sont pas transmises par l'alimentation, sauf si évidemment la personne qui vous a servi l'alimentation avait vraiment des mains très très sales, à la différence, l'Escherichia coli peut être présent chez l'animal. Et donc, il y a de véritables épidémies, je vais en dire un mot. Tous les gens qui ont consommé de la viande provenant de tel éleveur, etc., peuvent faire des diarrhées. Donc, il peut y avoir des clusters de cas
pas à transmission interhumaine, mais liées à la consommation d'un même aliment. Et donc, bon, ça rappelle cette histoire de syndrome hémolytique urémique. Et voilà une histoire d'épidémie de syndrome hémolytique urémique suite à la consommation de steak haché, parce que l'élevage à partir duquel cette chaîne de restaurants avait fabriqué ces burgers était contaminé. Dans l'intestin des vaches en question, on trouvait un Escherichia coli producteur de chigatoxine. Donc là aussi, on retombe sur le même concept de One Health, où la santé animale est directement liée à la santé humaine. Oui, donc toutes ces DIA, juste pour que vous voyez pourquoi j'avais mis tout ça, c'est parce que maintenant ça commence à faire un grand nombre d'années, donc à mon avis, vous n'avez aucun souvenir de tout ça. C'était qu'on avait au départ incriminé des concombres d'origine espagnole dans l'épidémie de syndrome hémolytique urémique. Et puis, pour finir, on s'est aperçu que ce n'était pas les concombres en question, c'était plutôt là, c'était pas de la viande, c'était des germes de blé, ou en tout cas oui, c'est ça, des pousses d'animaux, mais qui avaient des pousses pas des germes de blé, parce qu'on mange parfois des graines qui sont à peine germées, enfin bref, mais qui avaient été fertilisées avec du lisier provenant d'élevages contaminés par l'Escherichia coli. Et donc, c'est pour ça que le fameux concombre avait été présumé innocent. Et donc, vous regardez cette épidémie d'Escherichia coli producteur de chigatoxine avec le nombre, malgré tout, de syndrome hémolytique urémique, HUS, et vous voyez que c'est loin d'être négligeable. Ça représente quand même un pourcentage important des cas de ces gastroentérites. Alors, juste pour illustrer cet effet pervers des antibiotiques, puisque la toxine, pour faire très simple, probablement que les microbiologistes trouveraient que c'est trop simple, mais va répondre à l'agression que représente l'antibiotique en induisant ces toxines. Et donc, on a pu montrer que l'exposition aux antibiotiques augmentait la production des chigatoxines par l'Escherichia coli. Ici, par exemple, en présence d'une quinolone et de cotrimoxazole. Le cotrimoxazole, c'est le bactère, en fait. C'est l'association de sulfaméthoprime et de triméthoprime et de sulfaméthoxazole. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en présence des antibiotiques en question, eh bien, on va multiplier parfois par 1000 ou par 100 la concentration de toxines produites. Je vais passer tout ceci. Un mot sur les salmonelles. Donc là aussi, c'est important, je dirais, dans votre culture de base d'infectiologie, de pouvoir distinguer ce qu'on appelle les salmonelles typhoïdes et les non typhoïdes. La fièvre typhoïde est une maladie qu'on ne rencontre plus chez nous, qui est une maladie très spécifique, qui est à peine une diarrhée infectieuse, même si la salmonelle entre par le tube digestif, mais très rapidement, c'est une maladie systémique avec des symptômes généraux très importants, une splénomégalie, etc., une maladie potentiellement mortelle. Chez nous, on ne rencontre pratiquement plus ça, mais par contre, on a beaucoup d'autres salmonelloses, mais qui sont des salmonelles non typhoïdes. Okay, donc, les salmonelles typhoïdes donnent une maladie qu'on appelle aussi fièvre typhoïde parce que c'est à peine une diarrhée, c'est surtout une maladie systémique qui va donner une fièvre importante. Et les principaux agents de ces fièvres typhoïdes sont Salmonella typhi et Salmonella paratyphi. Ici, c'est surtout donc les salmonelloses non typhoïdes qu'on va rencontrer. Et là aussi, c'est un problème de santé animale, avec un grand réservoir animal et une transmission à l'homme via les aliments, parfois via une eau polluée qui a servi à fertiliser des légumes, par exemple. Alors bon, je vais laisser tomber les détails, mais ça montre, ma dia est vraiment très, très, très ancienne, mais le problème n'a pas vraiment changé. Ça montre qu'avec l'augmentation des antibiotiques dans les élevages d'animaux, l'augmentation de nourriture préparée, de chaînes de restaurants, etc., le nombre de cas de diarrhée à salmonelle augmente. Et vous avez ici, par exemple,
une épidémie aux États-Unis liée à une chaîne de restaurants en particulier, mais peu importe. Donc c'est une diarrhée qui est inflammatoire, mais qui va également, il y a également une production d'entérotoxines. Donc c'est à la fois, c'est pour ça que je disais que les salmonelles, c'est un petit peu entre les deux. Hein. Donc d'une part, il peut y avoir une diarrhée très abondante, aqueuse, mais assez rapidement des signes inflammatoires qui se mettent en place. Ce que je vous demande de retenir, c'est que c'est une bactérie qui, par son côté invasif, hein, donc c'est classé dans les diarrhées inflammatoires, va circuler. Donc ça veut dire qu'une personne que vous avez en face de vous qui fait une diarrhée à salmonelle, il est très probable que la salmonelle circule par voie hématogène et chez certains patients prédisposés peut aller s'arrêter dans des tissus et donner des localisations secondaires. C'est notamment le cas chez les personnes qui sont immunodéficientes, qui sont âgées ou qui sont porteuses de structures qui facilitent l'arrêt de la bactérie et sa prolifération locale. Donc, toute personne qui est soit immunodéficiente, soit qui a une valve artificielle, une prothèse de hanche et ce genre de choses, est suspect d'avoir une localisation secondaire d'une salmonelle. Et d'autres bactéries intestinales invasives. Ça pourrait être vrai pour le campylobactère aussi, mais c'est plus rare. C'est surtout vrai pour les salmonelles. Et ça va dicter la conduite antibiotique. Donc, en principe, chez un patient qui n'a aucune comorbidité, ni immunodéficience, ni matériel prothétique favorisant, on ne traitera pas par antibiotique une diarrhée à salmonelle, ça va partir tout seul. Certains considèrent même que ça peut prolonger la phase de portage et favoriser les rechutes. Mais par contre, chez les personnes qui sont soit immunodéprimées, soit qui ont une prothèse, notamment une prothèse valvulaire, le traitement antibiotique est recommandé. Encore une fois, il faudrait vérifier les dernières guidelines, mais je pense que ça n'a pas changé. La quinolone a des intérêts des quinolones, ça aussi ça fait partie du bagage minimum que vous devez retenir, il y aura un cours là-dessus, mais c'est la bonne pénétration tissulaire. Hein, donc, les quinolones, si on les prescrit tellement, n'ont pas que des désavantages. Un des avantages, c'est une excellente pénétration tissulaire et une excellente biodisponibilité. Tuyau, ça. Donc, à l'examen comme ça, au lit du malade, par exemple, on dit, tiens, est-ce qu'il y a un intérêt à donner la quinolone en intraveineux puisque l'état du patient est tellement sévère? La réponse est non. Si le patient est capable d'avaler, s'il avale sa dose de quinolone, c'est la même chose que de l'injecter en intraveineux, ce qui est formidable pour un antibiotique. Il y a peu d'antibiotiques où on peut dire ça. La pénétration tissulaire est très, très bonne aussi. Alors, il y a des inconvénients, les résistances de plus en plus importantes, les effets secondaires de type tendineux, etc. Certains effets secondaires neurologiques. Donc, c'est pour ça que c'est un antibiotique dont la prescription a été un peu, le remboursement a été un peu limité si vous avez suivi l'actualité. Oui, monsieur. Le patient qui est malade, ce qui veut dire, c'est, si j'ai bien compris ta question, s'il a une diarrhée, je pense qu'il ne va pas bien absorber son médicament. Non, d'habitude, l'absorption est telle que, maintenant, je ne dis pas que quelqu'un a choléra ou si une diarrhée infectieuse standard, il peut donner par la bouche. C'est d'autant plus que la cible est dans l'intestin. Donc là, il n'y a aucune raison de donner en ligne. Il doit s'en faire. C'est une question d'ailleurs que les patients posent dans d'autres situations, hein. Pas uniquement pour des... Par exemple, les patients VIH me demandent parfois, je viens d'avoir une diarrhée fort importante, est-ce que je dois reprendre une deuxième dose de ma trithérapie ou pas? Donc ça va dans le sens de ta question. D'habitude, non. L'absorption de ces médicaments se fait correctement, même s'il y a une diarrhée. Donc il n'y a pas de recommandation très claire de passer à ce moment-là à des formes parentérales. Alors, c'est une infection acquise en Asie parce que c'est en Asie que les salmonelles sont les plus résistantes au quinolone. Et donc, dans ce contexte-là, on conseille plutôt de donner un néomacrolide ou ce qu'on appelle un C3, donc C3, céphalosporine de 3e génération. Le problème des C3,
c'est qu'elle n'existe que sous forme parentérale. Donc, la ceftriaxone qu'on donne dans les méningites bactériennes aiguës, dont je vous ai parlé, n'existe pas sous forme orale. Donc, ça veut dire qu'on est obligé soit d'hospitaliser le patient pour des perfusions, soit éventuellement de lui faire une intramusculaire, mais qui est assez douloureux, pas facile à faire, etc. Juste un mot des autres maladies liées à des salmonelles, hein, que sont ces fièvres typhoïdes, appelées aussi fièvres entériques. Donc c'est une tout autre type de maladie, donc une incubation beaucoup plus longue, très peu de diarrhée, mais surtout de la fièvre, une dégradation majeure d'état général, des douleurs abdominales, etc. Il n'y en a plus en Europe, il y en a eu bien évidemment dans le passé, mais il y en a actuellement plus en Europe. C'est surtout là aussi une maladie des pays pauvres. C'est essentiellement une transmission liée aux humains et donc là aussi ça reflète la qualité des systèmes de purification d'eau, des toilettes, etc. Il y a un vaccin, donc c'est peut-être intéressant d'en dire un mot. Donc le traitement, le voilà. Donc le traitement, là, c'est une quinolone. Il faut donner un traitement antibiotique, indiscutablement, c'est vital. Là, il y a un vaccin et pour certains types de voyages, on pourrait être amené à le conseiller aux voyageurs. Autant le choléra, c'est sauf pour les coopérants ou les gens de MSF qui vont dans des camps de réfugiés, dans des guerres ou des situations de catastrophes naturelles, on ne le prescrit jamais. Autant le vaccin contre la fièvre typhoïde, si vous allez faire un voyage sac à dos de plusieurs semaines, vous ne savez pas très bien où vous allez manger, etc., ça peut être une bonne chose de vous vacciner. Et donc, c'est un vaccin qu'on réalise très souvent. Il y a un vaccin oral qui est un vaccin vivant atténué, mais qui est plus disponible, je pense. Et donc, ce sont des vaccins injectés, tués, qui sont réalisés en routine chez nous, par exemple, comme dans les autres centres de vaccination. Alors là aussi, c'est historique pour l'Europe, hein, mais certaines personnes sont porteuses de Salmonella typhi, donc la fièvre, la bactérie de la typhoïde, et peuvent garder dans leur tube digestif cette salmonelle pendant très très longtemps. Et ça, c'était le fameux exemple. Je suis sûr que Madame Melin vous en a parlé parce que son prédécesseur en parlait déjà, et les personnes qui m'ont donné cours à moi aussi. L'exemple de cette cuisinière américaine, si mes souvenirs sont bons, qui avait contaminé des centaines de personnes et tué une proportion aussi parce qu'elle était porteuse de cette bactérie dans l'intestin et contaminait allègrement la nourriture qu'elle servait à ses clients. Alors voilà le tuyau du cours, évidemment, certainement, puisqu'il engage votre responsabilité de soignant, etc. On va simplement commencer parce que je dois absolument partir à midi et vous aussi, je suppose. Donc la colite post-antibiotique. Donc, bon, on va surtout parler de colite à Clostridium difficile, mais il faut quand même, en préambule, savoir que, et vous le savez bien toutes et tous, on a tous pris des antibiotiques dans notre vie, les selles vont assez rapidement changer quand on prend des antibiotiques. Donc, manifestement, le fait de prendre des antibiotiques modifie la flore intestinale. Plus le spectre de l'antibiotique est large, plus cet impact va être important, et notamment les antibiotiques qui vont réduire la flore anaérobe vont plus rapidement provoquer des modifications symptomatiques pour le patient. L'amoxiclave notamment, donc l'amoxiclave, c'est dans notre jargon, c'est l'association d'amoxicilline et d'acide clavulanique. Donc ça aussi, c'est le genre de choses que vous ne pouvez pas rater un examen. Si on vous demande c'est quoi amoxiclave, vous devez pouvoir dire ce que c'est, vous devez pouvoir dire ce qu'est l'acide clavulanique, pourquoi il est là. Et la question que je vous poserai, c'est pourquoi est-ce important, si on peut soigner uniquement avec de l'amoxicilline, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux le faire et non pas donner de l'augmentin, qui est l'amoxiclave? Parce que justement, la flore intestinale, notamment les anaérobes, vont ainsi être préservés. Donc, ce n'est pas équivalent de donner de l'augmentin ou de l'amoxicilline. Dans certains cas, on doit donner de l'augmentin, bien évidemment, mais quand on peut s'en passer, il vaut mieux s'en passer. Donc, clairement, quand on parle de colite post-antibiotique sévère, on veut dire Clostridium difficile. Maintenant, il y a des cas où
la modification du microbiome peut donner des problèmes liés à d'autres bactéries, voire même à des champignons, hein, Candida albicans. Mais enfin, faisons simple, on va surtout parler aujourd'hui et dans le prochain cours de colite à Clostridium difficile. Alors, il a changé de nom, mais on va laisser tomber aussi, hein, on n'est pas des puristes de la microbiologie. On ne l'appelle plus maintenant Clostridium difficile, on l'appelle Clostridioides difficile, mais on va laisser tomber cette histoire. Donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, ce sont des bacilles gram-positifs anaérobes. Ce qui est très important, et ça a une implication clinique évidente, c'est que ce sont des bactéries sporulentes, c'est-à-dire qu'elles vont former des spores qui sont dans un état tel que les antibiotiques ne peuvent pas l'atteindre et elles peuvent rester dormantes ainsi pendant des semaines et puis se réveiller et donner une infection. Donc, le message clé, c'est que c'est par définition une infection qui peut rechuter de nombreuses fois. Le patient fait une diarrhée à Clostridium, il est traité, il va bien, on le renvoie dans sa maison de repos, il revient 15 jours après pour une nouvelle diarrhée à Clostridium alors qu'on n'a pas donné d'antibiotiques. Donc, c'est lié à ces formes sporulentes. Très important aussi, et qui a des implications pratiques, c'est que 5% de la population en bonne santé, sans diarrhée, a du Clostridium difficile dans son tube digestif. Ce qui va réellement provoquer le problème, c'est quand le Clostridium en question se met à exprimer ces toxines, et notamment les antibiotiques sont des inducteurs de ces toxines. Donc l'antibiotique va agir à deux niveaux. Il va agir d'une part en modifiant la balance des différentes bactéries intestinales et en favorisant la part, si je dirais, occupée par le Clostridium difficile. Si l'antibiotique décapte toutes les autres bactéries, ben, le Clostridium, lui, va prendre le dessus. Et d'autre part, il va induire la production de toxines par le Clostridium. Donc, il y a un double risque de l'antibiothérapie. Je vous passe les mécanismes par lesquels ces toxines vont avoir un réel effet pro-apoptotique, hein, avec une activation des caspases notamment sur les cellules intestinales. Donc, il y a vraiment une mort des cellules intestinales. C'est pour ça que ce n'est pas une toxine qui favorise simplement la perte d'eau, c'est réellement une mort des cellules intestinales, d'où cet aspect de pseudomembranes qui sont en fait des couches épithéliales mortes. Et je propose que nous arrêtions là, c'est un préambule, mais je dois être en ville, donc je vais arrêter là et on continuera la semaine prochaine. Donc j'aimerais bien le feedback de ceux et celles qui se sont connectés sur LifeSize. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais le diffuser comment? Parce que ça va être affiché, à mon avis, d'une certaine taille. D'accord, ok, parfait. Et donc, ben voilà, monsieur est volontaire pour me donner le feedback de toute la séance.